Eh bien, bonjour chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde. Bonjour Lara, et merci d'avance déjà de bien vouloir me prêter assistance, et vous êtes aussi, je le rappelle à chaque fois, co-réalisatrice de cette émission. Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs. Merci aussi à Virginie, à la fois pour la réalisation technique de ce livre journal, et double merci pour les incises musicales qu'elle compose spécialement pour ces émissions de géopolitique profonde. Vous pouvez la retrouver sur YouTube. Je prononce bien, c'est YouTube. Oui, ça va mieux. Oui. Où elle répond au doux nom de Nini Vlam. Alors, vous poserez vos questions, chers auditeurs, observations, remarques, normalement en composant le numéro de téléphone du standard. Si Patrice veut bien arriver, il nous transmettra à ce moment-là vos appels. Et puis sinon, écoutez, le plus simple, c'est encore d'écrire un simple courriel électronique. Et Virginie, en plus de réaliser techniquement cette émission, de s'occuper des caméras, récupérera aussi vos courriels et nous les apportera. En seconde partie d'émission, avec la participation de Raphaël Beslu, directeur de publication de Géopolitique Profonde, et l'intervention de Laurent Ozon sur la libération de Julian Assange, nous accueillerons dans le grand angle notre ami Pierre-Antoine Plaquevent, contributeur du magazine Géopolitique Profonde, comme Laurent Ozon d'ailleurs, sur le thème désoccidentalisation du monde, déwokisation de l'Occident. Mais sans plus attendre, vous l'attendez tous et toutes et tous, votre revue de presse de la fin des temps. Bon, cher Nicolas, comme on ne peut pas parler de politique électorale française, nous allons aborder d'autres sujets. Vous avez d'autres centres d'intérêt que la politique, je suppose ? Déjà, comme tout Français qui se respecte, j'aime évidemment la politique. Les joutes politiciennes ont longtemps même été notre sport national. Ça, c'était avant le foot, la Coupe du Monde de 1998, Chirac, Zizou, la France, blague, blanc-beurre, et maintenant le nez de Mbappé et le sourire terminal en suspension d'AOC Amélie Oudéa Castéra, qui ne s'appelle surtout pas par hasard Amélie, référence au fabuleux destin d'Amélie Poulain et à la fin de l'histoire. Emmanuel Macron, le liquidateur, a finalement dissous un soir d'élection européenne, un moribond, la vie politique française. Le débat à Tal-Bardella en est le signe le plus probant. Donc aujourd'hui, en effet, parlons d'autre chose. Philippe Muret, parti trop tôt en 2006, que j'aime tant citer dans ses revues de presse de la fin des temps, voyait dans cette fin de l'histoire au moins une institution qui allait résister, c'était l'Église catholique, apostolique et romaine, qu'il jugeait indestructible. Ça, c'était à l'époque de Benoît XVI, il n'avait pas connu François. Voilà ce que disait Philippe Muret sur le sujet. À tous ceux que le doute taraude, le pape rappelle l'Ancien Testament, l'incarnation, la charité, se réfère à Platon, au décalogue, aux actes des apôtres et montre que le christianisme, qui est la synthèse œuvrée en Jésus-Christ entre la foi d'Israël et l'esprit grec, a façonné l'Europe et peut seul rendre à nos contemporains la paix avec leur identité. Le Saint-Père nous invite tous, chrétiens ou non, à l'humilité qui accepte le mystère de Dieu, à la vertu de patience en quoi l'espérance s'enracine, à la lutte contre le tentateur qui nous impose de nous comporter en témoins constants et authentiques de ces vérités fondamentales. Oui, en effet, c'était avant François, donc c'est un peu différent maintenant. Ah oui, oh là oui, oh là 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 oui. Alors la dernière en date de François. D'abord une rumeur. Rome est en proie à des rumeurs selon lesquelles le pape François, on le sait, opposant de longue date à l'ancienne liturgie, qu'il considère comme réactionnaire et efféminé, envisage d'interdire la messe latine dans presque toutes les églises catholiques du monde. Cette interdiction pourrait être énoncée probablement le 16 juillet prochain, c'est bientôt. Horace Caeli rapporte, selon ses sources, que des responsables du Vatican envisageraient d'interdire la messe en latin de manière si large, définitive et irréversible que possible. Une autre source aurait indiqué à Live Site News que cette interdiction devrait être promulguée donc le jour du 3e anniversaire de Traditionis Custodes. Alors, il y a une tentative de mise en œuvre rapide d'un document du Vatican visant à interdire strictement et définitivement la messe latine traditionnelle. Cette information a des sources très crédibles de différents continents, notamment des cercles proches du cardinal Arthur Roche, dont je rappelle qu'il est le préfet du Dicaster pour le culte divin.
Ces sources seraient les mêmes qui avaient initialement révélé l'imminence d'un document comme Traditionis Custodes. Il avait été informé que le Vatican avait envoyé une enquête aux évêques sur l'application donc du fameux motu proprio du pape Benoît XVI en 2007. Benoît XVI avait précisé dans son motu proprio que la messe en latin n'avait jamais été abolie et qu'aucun prêtre ne devait avoir besoin de l'autorisation de son évêque pour célébrer ce que les générations précédentes considéraient comme sacré, reste sacré et grand pour nous aussi, et ne peut pas être soudainement interdit ou considéré comme nuisible. De son côté, le cardinal Burke a récemment remarqué que Traditionis Custodes a, en quelque sorte, eu un effet inverse, en renforçant et en multipliant l'intérêt pour la messe en latin. Il ne faut pas s'en étonner, une forme de rite romain qui a nourri profondément et produit tant de saints, déclarés ou cachés, ne peut pas simplement être annulé ou éliminé de la vie de l'Église. Mais dites-moi, Nicolas, vous êtes un adepte de la messe en latin? Non, ça pas... non, non. Mais par exemple, j'aime bien les homélies, les sermons, quand je vais à l'église. Et la dernière en date de François, c'est de demander que les prélats en réduisent le temps et l'expression. Selon le souverain pontife, une homélie ne devrait pas durer plus de 8 minutes afin de ne pas perdre l'attention de l'auditoire, voire éviter que les fidèles s'endorment. Et ils auraient raison de le faire, selon le pape, de s'endormir. L'homélie ou message délivré par un célébrant lors d'un service religieux doit être courte. Une image, une pensée, un sentiment, pas plus. Les prêtres parlent parfois beaucoup et on ne comprend pas de quoi ils parlent. François avait déjà évoqué par le passé la nécessité pour les prêtres de ne pas divaguer dans leurs homélies. Alors, il y a plusieurs semaines, le 20 mai dernier, le pape est pourtant lui-même un peu divagué dans ses paroles et suscité la controverse en utilisant le mot Frociagine, c'est ça? Je ne sais pas si je le prononce bien, pour décrire la communauté LGBT, un terme très péjoratif issu du dialecte de Rame, se rapprochant de l'insulte pédé ou tapette en français quand même. L'homme dans la langue maternelle n'est pas l'italien, c'est rapidement excusé. Rappelant que dans l'église, il y a de la place pour tout le monde. Et bien sûr, le pape n'a jamais eu envie d'offenser qui que ce soit. Sauf que, mardi 11 juin, le souverain pontife a de nouveau employé ce terme, qui est jugé discriminatoire lors d'une rencontre privée avec 200 prêtres à l'Université pontificale de Rome. Lors de cette réunion, il a également conseillé aux personnes homosexuelles voulant devenir prêtres d'aller voir un psychologue. Rapporté les médias italiens, quelle horreur. Oui. Mais allez, Nicolas, vous avez des nouvelles des JO? Je sais que vous raffolez de ces informations. Ah oui, autant que tous ces Français, les JO, j'y attache autant d'importance que tous ces Français qui vont partir en province ou à l'étranger entre le 26 juillet et le 11 août, comme par hasard. Plus de 50% des Franciliens, c'est marrant. Non, mais il y a plus de places dans les hôtels à Paris qu'en province, je vous signale, pour le mois de juillet, août. Il y a plein de promotions. Profitez-en pour visiter Paris. 4 ou 5 étoiles à prix cassé. Allez hop. Si vous êtes doté de votre QR code. Alors, quelles sont les dernières nouvelles de l'état de la Seine? Où devraient se tenir, je rappelle quand même, les épreuves de natation durant les JO, telles la course de nage en eau libre et l'épreuve de triathlon. Ah, là où nos éminences, Hidalgo, Macron et consorts ont promis de piquer une tête avant le début des épreuves, promesse déjà plusieurs fois reportée. Et oui, ça sent un peu le cramé pour Hidalgo et pas seulement au BHV. Après qu'aient été consacrés des travaux pharaoniques, quand même 1,4 milliard, je rappelle, pour rendre le fleuve praticable, apte à la baignade. La moitié ayant été financée par l'État. Eh bien, on ne peut toujours pas se baigner. Toujours beaucoup trop de matière fécale dans la Seine, avec les bactéries qui vont avec en particulier entre la rive droite de Bercy, le bras de Grenelle, le bras Marie et le pont Alexandre III. Les Russes ont leur revanche. Enfin. Et pour une fois, ça ne sera pas de la faute des Russes, mais d'intenses précipitations des dernières semaines qui ont provoqué d'inquiétants pics de pollution de bactéries d'origine fécale dans le fleuve. La fameuse Escherichia coli, responsable de tout un tas d'intoxications plus ou moins graves, que l'on dit très grave quand il s'agit de picouser tout le monde, mais finalement là non, c'est pas si grave, on rigole. Alors le principal accusé, le temps pluvieux, en plein réchauffement climatique, provoquant un débit d'eau 3 à 4 fois supérieur au débit normal selon nos pseudo-scientifiques. Résultat, nouveau report de la répétition de la cérémonie d'ouverture qui était prévue lundi. Donc oui, je me marre. Autre rubrique que nous avons l'habitude d'aborder dans cette revue de presse, c'est le bien vivre ensemble, car elle est plus belle la vie en République. Ah oui, elle est plus belle la vie en République, et le vivre ensemble. Alors, oui, et puis c'était la fête de la musique pour l'arrivée de l'été.
Et est-ce qu'elle est pas belle notre fête, hein, Oh, hein? magnifique. Elle est pas belle notre fête. Par exemple, Paris, une touriste anglaise rapporte avoir été violée par plusieurs individus pendant la nuit de la fête de la musique. Elle a été retrouvée en larmes dans le quartier de Châtelet-Les Halles. La jeune femme qui était sortie à l'occasion de la fête de la musique a expliqué avoir été violée par plusieurs individus et s'être fait voler son téléphone portable. Tiens. La fête aussi, hein, dans la République du vivre, du bien vivre ensemble, c'est le foot, le sport mondial, vecteur de tolérance, de respect mutuel. Exemple type, la mère du footballeur Adrien Rabiot, victime d'un cambriolage. Le 23 juin, 5 individus sont introduits dans le domicile de Véronique Rabiot, situé à Saint-Germain-en-Laye, indique une source policière à valeurs actuelles. La mère du sportif était absente au moment des faits, heureusement. Pour rappel, son fils est milieu de terrain de la Juventus de Turin, anciennement du PSG, et participe actuellement à l'Euro au sein de l'équipe de France de football. Alors, les forces de l'ordre ont rapidement interpellé les cambrioleurs, parmi eux 4 mineurs et un majeur de 18 ans, Jukunda D. Ils ont découvert que la maison avait déjà été visitée le samedi, bah oui, c'était pas la première fois, et que certains avaient signalé sur Snapchat que la baraque de Rabiot était ouverte, qu'il y avait du pognon à se faire. Il semble bien qu'ils ne se connaissaient pas tous. Ils sont venus à cause de l'information qui a été diffusée ou vendue sur Snapchat. Pas mal. Happening, quoi. C'est ça, un happening. Selon nos informations, le préjudice s'élève à 10 000 euros en liquide. Les suspects ont dérobé aussi une montre de luxe d'une valeur de 30 000 euros, des maillots de foot de collection, un lingot d'or, et les clés d'une Mercedes. Ah voilà, la vie de nos petits anges, hein, n'est-ce pas Mbappé? Il y a du pognon à se faire. Mais le bien vivre ensemble, Nicolas, c'est aussi les bonnes relations hommes-femmes sur lesquelles nos féministes sont extrêmement vigilantes. Hein. Oh là là, vigilante, c'est le mot. Hein. Un homme sans emploi, hébergé au foyer Adoma à Étampes, dans l'Essonne, a été interpellé jeudi 13 juin 2024 après avoir commis une agression sexuelle. Adèle B n'en démord pas. La victime a tout inventé, où elle s'est montrée au mieux provocante. L'homme de 42 ans, en situation irrégulière sur le territoire français, c'est vraiment très exceptionnel, ça, ce genre de situation, ça n'arrive jamais. Comparaissait pour une agression sexuelle donc commise 4 jours plus tôt. Le même homme se plante près de sa portière et commence à se caresser sous son jogging en lui demandant si elle est musulmane. Il lui touche la poitrine et essaie de glisser une main sous sa jupe sans succès. L'homme originaire d'Algérie sera ensuite formellement reconnu par la victime. Le rapport psychologique et l'enquête de personnalité ont décrit Adèle B comme un être frustre, illettré et aucunement conscient de la gravité des faits qui lui étaient reprochés. Le tribunal l'a condamné à 18 mois de prison ferme. La préfecture de l'Essonne a délivré à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire, vous savez, les fameux OQTF, qui sera bien sûr exécuté à l'issue de sa peine. Donc il ne sera jamais exécuté. Un autre exemple, vite fait pris au hasard, du bien vivre ensemble. Un livreur tabasse 3 jeunes femmes à Arras. L'une des victimes a un visage tuméfié comparable à l'Elephant Man. Nassim O, suspecté aussi de fraude à la CAF, condamné à 6 mois, ferme potentiellement aménageable. Alors, on va quand même pas surcharger les prisons pour si peu quand même. Ah oui, déjà qu'on a battu les records d'occupation, ça y est. Hein. Mais donc la justice dans tout ça, du bien vivre ensemble, Nicolas. On peut avoir confiance dans la justice de notre pays, c'est bien connu. Exemple, dans le centre-ville de Nantes, où il fait si bon vivre à Nantes, l'inclusivité, la mixité. Policiers percutés, motos volées, piétons paniqués, individus drogués sans permis, rodéo urbain et refus d'obtempérer. Résultat pour l'auteur des faits, 1 an de sursis probatoire. Voilà, elle est dure la justice quand même. Ah ouais, mais c'est l'ensemble des services publics de ce pays qui sont exemplaires de toute façon, Nicolas. Hein. Eh oui, Lara. Regardez les transports publics. Strasbourg, par exemple. Les conducteurs des transports en grève pour dénoncer l'insécurité. Il n'y a pas une semaine sans que nous ayons des alertes sur des usagers armés. Certains ont des carabines, des pistolets, des armes de guerre. Témoignage Daniel, donc conducteur de bus et de tram à Strasbourg depuis 32 ans. Et il sent que la violence augmente considérablement dans les transports. J'ai déjà porté plainte pour agression et menace de mort 5 ou 6 fois. Il se rappelle notamment de cette fois où un gamin lui a mis le doigt sous la gorge d'un air de dire « je vais te crever ». Ah mais Nicolas, même l'Église le dit, la religion du livre, c'est l'amour. Nous sommes tous frères, non? Mais oui, évidemment.
Il est pas beau notre communisme en France, peut-être, hein. Samedi 22 juin, une chrétienne violemment agressée en pleine messe par un SDF ivre qui dormait dans une cocathédrale à Bourg-en-Bresse. L'individu a hurlé plusieurs fois à la Akbar. L'homme, un sans domicile fixe, a été réveillé par l'arrivée des participants à l'office et serait mis à vociférer, notamment que ce n'était pas sa religion. Une paroissienne a tenté de le ramener à la raison, lui a demandé de quitter les lieux. Mais elle aurait été giflée et aurait chuté au sol. Le SDF titubant lui aurait marché sur le pied et sur le parvis de l'église, il l'aurait de nouveau brutalisé. Alors les chrétiens, on laisse même plus dormir tranquillement un frère musulman dans une église maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bon, on change de sujet, Nicolas, si vous voulez bien. Le JDD nous alerte. La Commission de Bruxelles, qui sera toujours dirigée par Ursula von der Leyen dans les années à venir, veut décoloniser nos rues. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oula, ça c'est du lourd. Alors entre 2024 et 2026, plusieurs pays européens, dont la France, accueilleront l'entreprise de décolonisation de nos rues, supervisée par la Commission européenne via 2 projets récemment validés. Et oui, nous sommes en plein révisionnisme. Le premier, explorer les paysages urbains de l'Union européenne pour déconstruire les récits coloniaux. Veut démontrer comment l'idéologie coloniale serait encore influente dans l'environnement urbain. Son objectif, dresser des cartes urbaines révisées de 7 villes européennes qui mettront en exergue les références clés liées à l'héritage colonial pour les renommer du point de vue des peuples colonisés. Les porteurs de ce projet prévoient d'associer activement les communautés d'immigrés et les associations de migrants pour attirer l'attention des politiques et exiger une action collective sur le sujet. Les villes choisies ne sont pas encore connues, mais une ville française pourrait en faire partie. Paris, par exemple, puisque l'une des associations subventionnées et partie prenante du projet Solutions a son siège dans le 11e arrondissement de la capitale. On est bien là, on est bien. On est bien parti là pour faire partie du projet. On y croit, on croise les doigts. Le second projet, marche de décolonisation urbaine dans l'Union européenne, est similaire. Les associations qu'il porte partent du postulat que même si la plupart des pays de l'UE ont reconnu leur passé colonialiste, un grand nombre des lieux ont encore des noms dédiés à leur vilain passé colonial. Il serait donc nécessaire de les cartographier et de sensibiliser le public, en particulier les jeunes issus de l'immigration, pour qu'ils prennent conscience du passé colonial de l'Union européenne et puis pour qu'ils aiment un peu plus le pays dans lequel ils vivent, probablement. Non, mais pour qu'ils aiment, c'est pour qu'ils nous aiment. C'est pour qu'ils s'intègrent mieux. On va leur expliquer qu'ils vivent dans des pays de colonialistes, de négriers. Oui. C'est ça, mais ça va aider, ça va aider au vivre ensemble, mais c'est évident. Et au respect surtout, au respect entre les uns et les autres. Oui. Alors ce projet est une extension d'une initiative italienne développée à Padoue entre 2020 et 2023. À l'origine, le club sportif antiraciste et inclusif Quadrato Meticcio, le carré métissé en français d'un quartier populaire de la ville. Le but, installer un panneau multilingue, donc c'était italien, anglais, arabe. Voilà. C'est anglais, hein, l'italien et l'arabe, c'est l'anglais. Pas le français, pas l'allemand, c'est l'anglais. Non, mais surtout, il n'y a pas d'anglais dans l'UE, mais bon, l'anglais reste. Oui, il n'y a même plus d'anglais dans... Oui. Mais c'est quand même l'anglais. Voilà. La langue de l'UE. À chaque fois qu'une rue porte un nom lié à l'histoire coloniale, afin d'en expliquer l'origine, on attribue un nouveau qui ne soit pas construit par un regard eurocentrique et hégémonique qui emprisonne et déshumanise. Et oui, alors c'est dans le cadre du programme, justement, doté d'un budget de 1,55 milliard. Hein. Il n'y a pas de pognon, mais quand même. Sur 7 ans que la commission... Mais c'est comme la Seine en fait, pour ça, pour les causes perdues comme ça, sans intérêt, il y a de l'argent. 1,55 milliard pour que la commission a fixé parmi ses priorités le financement de projets qui feraient mieux connaître les expériences marquantes de l'histoire européenne moderne. Alors, par les expériences marquantes de l'histoire européenne moderne, exemple, migration, décolonisation, esclavage, impérialisme, qui sont ancrés dans l'histoire européenne, ont tous des conséquences pour la société d'aujourd'hui. Enfin, lesquelles exactement ? Alors, selon la Commission, les conséquences d'un régime impérialiste se font encore sentir aujourd'hui et sont étroitement liées au racisme structurel et à la discrimination. Et c'est pourquoi l'institution chercherait des initiatives capables d'explorer l'héritage du colonialisme ainsi que son impact sur les sociétés multiculturelles européennes contemporaines. Eh ben, nous voilà bien. Dernière chose, Nicolas, nous parlerons de la libération de Julian Assange dans Géopolitique avec vos invités dans la suite de cette émission. Mais revenons peut-être pour finir sur le débat Trump-Biden dans la nuit de jeudi au vendredi qui a vu l'actuel locataire de la Maison-Blanche en grande difficulté à quelques mois des élections présidentielles.
de l'automne prochain aux États-Unis. Vous l'avez trouvé comment, vous, personnellement, ce débat? Vous l'avez suivi? Ah oui, je l'ai suivi, mais il y a une phrase à un moment qui est dite par Biden, et Trump dit j'ai pas compris la fin de cette phrase, mais je crois que lui non plus ne l'a pas compris. Alors, il était en grande difficulté. Mais passons, il dit. Il était en grande difficulté, c'est un euphémisme. Le bateau démocrate est en train de sombrer. On rappelle que les parrains politiques de Biden, Obama et Clinton songent depuis pas mal de temps déjà à le débrancher avant la convention démocrate qui doit se tenir cet été. C'est panique, panique à bord. Jamais depuis les débats présidentiels existe un candidat à la présidence du pays le plus riche et le plus puissant du monde n'avait offert une performance aussi catastrophique. Quelques secondes après la performance justement de Biden lors de son premier débat, c'était le 27 juin à Atlanta, les journalistes de CNN réunis en plateau rapportaient que la panique avait atteint l'état-major du parti. Le New York Times, pourtant pas susceptible d'être anti-Biden et anti-démocrate, affirmait que certains responsables songeaient à le remplacer par un candidat plus jeune. Bon, alors le spectacle a été terrible. Dès les premières minutes, le président démocrate perd le fil de sa pensée, bafouille, cherche ses mots, son regard est éteint, il paraît absent. Puis vient un silence si gênant que les modérateurs de CNN reprennent la parole. La voix de Donald Trump, elle fut assurée, forte, assez disciplinée pour le coup. Celle de Biden était étouffée, menacée de s'éteindre dès qu'elle s'élevait, le locataire de la Maison-Blanche, avalant les consonnes, réduisant des mots à l'état de borborigme. Sur la scène du débat, Trump en a parfois profité pour en rajouter « Je ne sais pas ce qu'il a raconté à la fin de cette phrase. Je ne suis pas sûr que lui-même le sache. » C'est exactement ce que vous disiez, Lara. Oui. Donald Trump a ensuite mis au défi son concurrent de se soumettre à un test cognitif. J'en ai réussi 2, s'est-il vanté, ajoutant qu'il était aussi très performant au golf. Allez, ça, pour se vanter, mon Donald, c'est pas le dernier. Et de conclure fièrement à côté de son voisin hagard, je me sens super bien. Alors, les plus grosses bourdes de Biden, par exemple, on a enfin vaincu Medicare. Alors que son intention était de se féliciter d'avoir maintenu justement ce système d'assurance maladie pour les plus de 65 ans créé par Barack Obama. Alors, il y avait même une nouvelle fracassante sur la guerre en Ukraine et les suites. Alors, allez-y. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la Russie allait attaquer la Biélorussie après avoir attaqué l'Ukraine. Donc ça, c'est un nouveau point géopolitique qui attire notre attention. C'est sûr. Alors ce débat, incontestablement, est une victoire pour Trump qui n'a finalement pas eu à faire grand-chose face au sabordage humiliant de Biden. Franz Luntz, un célèbre consultant politique qui a organisé un visionnage du débat avec un groupe d'électeurs indécis, a rapporté ses premiers résultats sur X. Après la première pause publicitaire, j'ai demandé à mon groupe combien d'entre eux étaient plutôt enclins à voter Biden. Aucun n'a levé la main. CNN dit que 33% étaient convaincus par la prestation de Biden. Oui, mais enfin là, quand même, sur X, il n'y en a pas un qui a levé la main et la moitié pourtant avait voté pour lui en 2020. Et d'ajouter dans un deuxième message, après la seconde pause publicitaire, j'ai demandé à mon groupe combien d'entre eux étaient plus enclins à voter Trump. 10 sur 14 ont levé la main, même s'ils n'aiment pas Trump, même s'ils n'aiment pas. L'un d'entre eux a dit « Je ne sais même pas si Biden réussira à tenir jusqu'en novembre ». Alors, il reste, pour conclure cette revue de presse, aux démocrates une chance, c'est qu'évidemment Biden ne soit pas candidat. Il est donc possible, comme en 68, de faire de la convention de Chicago une vraie convention à l'ancienne où on choisira le candidat. Alors contrairement à ce qu'on dit, il ne manque pas de talent politique dans ce pays et plusieurs gouverneurs pourraient faire un meilleur candidat dans l'état actuel des choses pour les démocrates. Et pas seulement le gouverneur Gavin Newsom de Californie, il y a aussi Gretchen Whitmer. Gretchen, je me disais, mais c'est une sénatrice. Non, les gouverneureux du Michigan, et une sénatrice aussi, Amy Klobuchar, ou le gouverneur Cooper de Caroline du Nord. Bizarrement, la vice-présidente Kamala Harris n'est jamais citée. Oui, étrange. On a un duo d'enfer. Moi, je termine juste en posant la question, est-ce qu'il va tenir jusqu'en novembre, Biden? Je pense que le monde devrait plutôt s'interroger sur est-ce qu'il est apte aujourd'hui, par exemple, dans les situations d'extrême tension qu'il peut y avoir avec la Russie, de diriger ce pays, quand on sait qu'il a la capacité d'appuyer sur le bouton nucléaire.
Mais Nicolas, vous Joe pensez Biden. qu'il peut encore reconnaître sur la carte les pays? Enfin, c'est l'homme Non, mais détenteur du c'est pour bouton ça rouge, que et il ne sait même pas où mais ça je ne se comprends trouve pas que les aujourd'hui. journalistes ne se posent pas quand même une question bien plus essentielle que de savoir s'il pourra se présenter ou gagner cette élection. Qu'est-ce qu'il est apte aujourd'hui, à l'heure qu'il est, de diriger les États-Unis d'Amérique? Et ça, cette question, personne ne se la pose. C'est quand même absolument Mais incroyable. si, Trump la pose en disant qu'il veut des tests cognitifs. Donc, mais bon. Enfin, moi, je suis désolé, j'ai pas lu dans la presse française un quelconque sujet, un quelconque point sur ce sujet, alors qu'on nous abreuve tous les jours des tensions. On parlait encore hier ou avant-hier des drones américains en mer Noire qui guident les missiles sur Sébastopol. Enfin, et les Russes dire on est à deux doigts de la Troisième Guerre mondiale. D'ailleurs, Trump a bien dit qu'à cause de Biden et à cause de son administration, on était tout près, tout près de la Troisième Guerre mondiale. On est en pleine élection législative chez nous, mais il faut savoir que dans le monde, les choses sont loin de s'améliorer, cher Oui, donateur. non, mais ce matin, il y avait encore une alerte militaire importante sur Sébastopol. Et par ailleurs, vous n'avez jamais évoqué ce cas de la jeune Ukrainienne, réfugiée ukrainienne Ça, en c'est pour région le parisienne. bien vivre ensemble Oui, de la oui, vous l'avez un République. petit peu oublié. Je trouve que c'est quand même. Alors, terminez par là, si vous voulez, Lara, et puis après, on donne la parole à Raphaël. Bah c'est un OQTF qui est aujourd'hui soupçonné d'avoir séquestré, violé une jeune Ukrainienne de 15 ans. Voilà. Donc, quand on pense les enfants de ces Ukrainiens qui fuient la guerre pour trouver refuge en France, ils se retrouvent victimes d'OQTF. Voilà. Voilà. Le Bon, bien vivre ensemble. c'est ça. Eh bien, chers auditeurs, vous êtes dans ce libre journal de géopolitique profonde, légèrement remanié du fait d'une fin de semaine électorale, ce qui ne vous Qui empêchera sera pas de aussi bien... le cas samedi prochain. Hein. Voilà, mais ce qui ne vous empêchera pas de bien voter, à n'en pas douter, dimanche. Et nous commencerons à regarder un petit peu les résultats dimanche soir. Je serai avec Raphaël à les commenter sur Géopolitique Profonde TV lundi autour de 13h. Bonjour mon cher Raphaël. Bonjour Nicolas, bonjour à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Raphaël Beslu, le directeur de rédaction. Non, pas oui, Oui, directeur de publication. Qu'est-ce que je raconte? Pas de rédaction. Il manquerait vous avez une assistante et vous ne cherchez même pas. Directeur de rédaction, manquerait plus qu'il nous impose une ligne éditoriale, l'animal. Non, directeur de publication. Comme ça, il est responsable. Si on dit des horreurs, c'est lui qui va prendre. Mais il n'a pas le droit de dire ce qu'on doit dire ou pas. Exactement. Comme sur Radio Courtoisie, le patron d'émission fait ce qu'il veut dans son émission, tant qu'il reste dans le cadre de la loi et qu'il respecte l'esprit de Radio Courtoisie. Qu'il respecte l'esprit de Radio Courtoisie. Ça, c'est. Est-ce que j'espère. Ah, il y a du ménage à faire, hein, je pense. Non, moi, je ne me permettrai pas de dire ça. Et puis, de toute façon, on n'en a pas l'autorité ni le pouvoir. Mais en tout cas, je pense que garder et conserver cet esprit de Radio Courtoisie est évidemment essentiel. Mais on peut faire confiance à notre président sur ce point, à n'en pas douter. Évidemment. Bien, Raphaël, votre petite chronique, s'il vous plaît. Oui, alors pour aujourd'hui, étant donné l'actualité politique, il y a des sujets que l'on ne peut pas aborder, mais ça n'empêche pas, selon moi, de pouvoir faire quelques rappels très importants sur des sujets politiques qui vont nous affecter grandement. Vous avez parlé dans la revue de presse d'Ursula von der Leyen, c'est-à-dire qui est nommée, elle n'est pas encore élue, ça il faut quand même le préciser, elle est nommée pour redevenir la présidente de la Commission européenne, ainsi que Kaja Kallas, qui va devenir la diplomate, en fait, la chef de la diplomatie de l'Union européenne, et Antonio Costa, qui deviendra normalement le président du Conseil européen. Alors, je trouve ça intéressant de revenir sur le personnage de von der Leyen, c'est-à-dire que, donc là, elle a été nommée pour pouvoir en fait proposer un second mandat, et le 18 juillet, les parlementaires européens devront trancher, voter, et il faut atteindre une majorité absolue pour pouvoir lui permettre de devenir à nouveau la présidente de la Commission européenne. Donc une victoire qui n'est pas forcément garantie, même si elle reste très grande favorite. Il faut savoir que la coalition globale au sein de l'Union européenne, c'est-à-dire avec le PPE, le groupe Renew Europe, ainsi que le groupe écologique Les Verts, ainsi que le groupe social-démocrate, représente une coalition donc majoritaire. Donc peut-être qu'il n'y aura pas forcément de grandes surprises, mais comme on dit toujours, rien n'est jamais gagné d'avance. Donc on observera ça.
Il faut revenir, selon moi, sur le bilan global de ces 5 dernières années de von der Leyen pour essayer de comprendre et d'anticiper ce qui pourrait se passer si elle est élue à nouveau et qu'elle arrive en fait à pouvoir contrôler la direction de l'Union européenne sur les 5 prochaines années. Donc, à mon avis, le plus important à retenir, tout d'abord, c'est un scandale majeur de corruption. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le fameux Pfizergate. Le Pfizergate, qui est une affaire où on s'est rendu compte qu'il y a eu des échanges de SMS avec le PDG de Pfizer, Albert Bourla, qui ont permis la signature d'un contrat, le plus grand contrat de distribution de vaccins dans l'Union européenne lors de la période Covid. On parle de 1,8 milliard de doses. Souvenez-vous qu'une grande majorité de ces doses se sont retrouvées à la poubelle, complètement gaspillées. Et on arrive à une somme, à un montant de plusieurs milliards d'euros, c'est-à-dire environ 35 milliards d'euros. Une affaire qui est censée éclabousser von der Leyen, mais qui arrive à esquiver les procédures pénales, c'est-à-dire que normalement, elle est convoquée au tribunal, c'est-à-dire depuis 2023. On a tout simplement... On a Frédéric Baldan, un lobbyiste belge, qui a déposé une plainte criminelle en Belgique. Et le 21 juin, convoqué au tribunal, tout simplement, aucun avocat de von der Leyen ne s'est présenté à l'audience, tout simplement le temps de la laisser se faire réélire. Donc, mis à part cette affaire-là de corruption autour du Pfizergate, qui est censé quand même fortement inquiéter sur les phénomènes d'ingérence et de décision de la femme la plus puissante finalement de l'Europe, de l'Union européenne, on a des fameux pactes qui ont été impliqués et signés au fur et à mesure de son mandat. Donc le premier pacte qu'il faut bien retenir, c'est le fameux Green Deal, c'est-à-dire le pacte vert, un pacte qui impose des normes pour atteindre une neutralité carbone à l'horizon 2050 et une réduction des émissions carbone de 55% à l'horizon 2030. Donc un pacte qui a été vivement critiqué. On a pu le voir avec les nombreuses manifestations d'agriculteurs au sein des de différents pays de l'Union européenne, notamment les Pays-Bas, l'Allemagne, mais bien évidemment, vous le savez, Cocorico, la France. Car malheureusement, ce pacte-là, impose des normes qui détruisent la concurrence, on va dire, les avantages qu'il peut y avoir au sein des agriculteurs. Ça détruit tout simplement l'économie des petits agriculteurs pour permettre, voilà, d'avoir une décision intégrale de l'Union européenne sur la production globale alimentaire. Ce qui est quand même assez surprenant, c'est qu'on parle de pacte vert, de transition écologique, alors que suite aux sanctions qui ont été faites contre la Russie, là aussi évidemment décidées par la présidente de la Commission européenne, on arrive à une réouverture des centrales à charbon, alors qu'on vise normalement en fait une neutralité carbone et une transition verte et impeccable. On importe maintenant du gaz naturel liquéfié américain, ce qui pose quand même de grandes questions sur la souveraineté énergétique des États membres de l'Union européenne, mais surtout aussi de l'écologisme derrière ces contrats-là. Il y a plein d'autres affaires de corruption que je pourrais vous citer qui rendent opaque cette Commission européenne ainsi que le Parlement européen. Je vous invite tous, en tout cas, si vous voulez faire un bilan sur l'impact du mandat d'Ursula von der Leyen sur la France, l'excellent livre de Jean-Loup Isambert qui s'appelle Bilan noir, qui permet de voir sur les différents plans, c'est-à-dire à la fois culturel. Vous avez parlé du fait, lors de la revue de presse, qu'on continue à parler anglais alors que l'Angleterre n'est plus au sein de l'Union européenne. On appelle ça l'imposition du fameux globish, une destruction, une véritable guerre culturelle qui a un impact important. Il ne faut pas le mettre de côté, mais évidemment des notions au niveau de l'agriculture, de l'espace maritime, au niveau de l'économie. Et le dernier pacte qui, selon moi, enfin les deux derniers pactes qui me semblent très importants à citer, on a le pacte migratoire qui a été donc adopté en mai 2024, qui impose à l'Union européenne, c'est-à-dire aux pays membres de l'Union européenne, de devoir gérer les flux migratoires. C'est-à-dire qu'il y a une obligation de devoir gérer certains flux, de devoir accueillir des demandeurs d'asile. Et si ces demandeurs d'asile sont refusés, on arrive à une punition financière, enfin on appelle ça une compensation financière, excusez-moi, de 20 000 euros par migrant. Donc, on arrive encore une fois à un système... Et par jour. Exactement, à un système supranational qui permet, encore une fois, d'imposer les velléités de cette entité européenne sur les États qui n'ont de moins en moins de souveraineté. Et le dernier point, évidemment, c'est la guerre russo-ukrainienne. On sait qu'Ursula von der Leyen avait énoncé l'idée de désigner un commissionnaire de la défense européenne, c'est-à-dire elle prévoit une armée européenne et suite à sa nomination par les États membres, enfin les chefs des États membres, elle a déjà parlé d'un fameux budget de 500 milliards d'euros à l'horizon, je crois, jusqu'à 2027 pour anticiper le développement du budget de la défense européen. Donc quelque chose qui semble excessivement inquiétant, surtout lorsqu'on voit, je le rappelle, la personne qui va devenir la chef de la diplomatie
européenne, Kaja Kali, qui a expliqué qu'il était de notre devoir d'accélérer la procédure d'adhésion de l'Ukraine au sein de l'OTAN. Et je vous le rappelle aussi, la procédure d'admission de l'Ukraine au sein de l'Union européenne a officiellement aussi commencé. Donc voilà. N'oublions pas que même s'il y a des élections ce week-end, il y a des entités supérieures qui semblent pouvoir continuer à imposer leurs agendas sur les 5 prochaines années, donc restez attentifs. Mon cher Raphaël, des entités supérieures comme les extraterrestres, comme quoi? Comme, oui, un pacte avec le diable, dans tous les cas, peut-être, je dirais. À minima, Lara Stam, faites une drôle de tête. Oh non, mais je trouve ça affligeant. Voilà, c'est le rouleau compresseur, en fait. Il n'y a rien à faire en face. On peut penser aux élections, vive la démocratie et tout ça, mais finalement, ces gens qui sont nommés, qui ne sont même pas élus, décident de nos destins et des destins des pays entiers. Voilà, c'est triste et... Allez, réveillez-vous un peu, Lara. Non, mais je suis réveillée, vous on dirait inquiétez pas. Allez. Je suis réveillée, je suis triste, alors vous voulez... Bah, être triste, enfin bon, c'est pas le moment d'être triste. Moi, au contraire, hier, on faisait un débat, ne boudons pas notre plaisir. Moi, j'attends avec impatience, même mais si j'ai pas le droit d'en parler. Jouir, arrêtez, hein. Faut pas non plus me dire. Ah non, mais moi, je parle pas des JO, je parle des élections. Oui, mais c'est pour. Ah non, mais non, les peines à jouir, je vais même me proposer pour occuper un poste de responsabilité dans l'association créée par Anne Hidalgo sur les peines à jouir. Parce que alors là, sur les JO, indéniablement, je suis un peine à jouir en chef. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous, Raphaël. Vous savez ce que c'est ? Non, vous allez me le dire. Étant donné que notre ami Laurent Ozon est sur boîte vocale... c'est vous qui allez nous parler d'Assange. J'espère que vous avez préparé quelque chose, parce que si c'est pas le cas, ça sera la même chose. Allez, alors, qu'est-ce qui... alors, quand même, encore une joie, encore une raison de se réjouir, Lara. Cette semaine, quand même, la libération de Julian Assange. Mais oui, pleinement. Bah oui. Alors, Raphaël, parlez-nous un petit peu des Wikileaks, de cette libération surprise, de tout ça, puisque donc nous n'avons pas Laurent Ozon qui doit avoir une panne de téléphone. Alors, pour le cas de Julian Assange, donc évidemment, c'est quand même une excellente nouvelle sur le plan humain, c'est-à-dire que Julian Assange est enfermé depuis de nombreuses années à la base en Angleterre, et on s'inquiétait fortement de sa santé, ou à chaque fois qu'on pouvait avoir des informations sur lui, on pouvait voir sa santé qui se détériorait. Pour rappel, il a été donc tout simplement enfermé et condamné suite à la fameuse affaire des Wikileaks. Alors les Wikileaks, c'est une affaire qui est assez complexe à synthétiser, c'est-à-dire que donc ça a été fondé en 2006 par Julian Assange. En fait, c'est une plateforme qui est donc dédiée à la publication de documents secrets et confidentiels au sens large. Et donc, au fur et à mesure des années, on a pu voir nombre de divulgations extrêmement importantes, c'est-à-dire sur les relations internationales, sur le fonctionnement de la diplomatie américaine au sein même des réseaux politiques américains, notamment le camp démocrate. On a pu en faire toute une chronique, je crois, sur... J'en avais parlé dans une chronique sur Radio Courtoisie un mercredi soir, c'est-à-dire l'affaire, par exemple, des mails de l'affaire Podesta, c'est-à-dire la chef de campagne d'Hillary Clinton, enfin le chef, pardon, qui ont été divulgués en 2016, qui montraient à la fois des stratégies de campagne assez particulières, mais des affaires assez étranges quant à des affaires potentielles de pédocriminalité. Mais, donc Julian Assange, évidemment, ce n'est pas que ça. On parle de révélations sur les détentions à Guantanamo, des documents sur la guerre en Irak et en Afghanistan, où en fait on a des milliers de documents militaires qui ont été déclassifiés, enfin classifiés, qui ont été exposés, qui montrait les pertes civiles, les abus de pouvoir pendant ces deux guerres, c'est-à-dire la guerre en Irak et en Afghanistan. On a aussi évidemment des problématiques diplomatiques, mais comme je vous l'ai dit, les Wikileaks étant très nombreux, j'invite tout simplement les auditeurs à pouvoir consulter les index qui sont libres de droit, c'est-à-dire vous pouvez les consulter librement. Où vous pouvez avoir accès à différentes synthèses. Ce qu'il faut retenir de Julian Assange, c'est que même s'il est libéré, il doit plaider coupable. C'est-à-dire, ce sont suite à des négociations, il va retourner aux États-Unis et il doit plaider coupable sur différents chefs d'accusation. Parlez près du micro, Raphaël. Ah, oui. Excusez-moi. Même à distance, il faut vous le redire. N'hésitez pas à me le dire, excusez-moi, c'est parce que j'ai envie de tousser, donc je m'explosais un petit peu là. Donc, même si Julian Assange se retrouve libéré aujourd'hui,
il doit à nouveau en fait passer devant le tribunal et les négociations font qu'il doit plaider coupable sur certains chefs d'accusation et notamment les problématiques sur l'atteinte à la sûreté de l'État. Et donc il faudra voir la condamnation finale, combien de temps il sera détenu, s'il doit être détenu, si ce sera à nouveau une sorte de prison ferme, enfin d'isolation, enfin d'isolement, ou s'il y aura une possibilité pour lui d'avoir une once de liberté. De toute manière, Julian Assange est véritablement un symbole, un peu comme un Edward Snowden, je dirais, c'est-à-dire de personnes qui luttent pour la vérité et qui se prennent un rouleau compresseur juridique intégral où on a une personne qui se retrouve littéralement enfermée et potentiellement, on pourrait même dire, donc martyrisée, torturée, au nom de la vérité, de la liberté de la presse, la fameuse liberté de la presse, et du combat pour la vérité. Voilà. Ouais, je pense que Julian Assange va finir comme Snowden en Russie, hein. Je ne crois pas du tout dans cette hypothèse de départ pour les États-Unis parce que là En actuellement Australie, il est déjà. en Australie, il est allé sur l'île américaine là pour obtenir sa première convocation Et ça y est, c'est devant fait. la justice. Ça y est, Il est c'est fait. retourné donc en Australie depuis. Oui. Mais moi, je pense qu'il va atterrir par les BRICS, par voilà, certains pays de BRICS. Il va arriver en Russie, hein. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Ce qu'a fait Snowden, ça l'a mis complètement à l'abri. Assange, il n'était pas, comment dire, dès le départ, il voulait une protection. Rappelez-nous, Quand il y avait, rappelez-nous Snowden, donc, qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Pourquoi est-ce qu'il a Snowden, fini c'est les Panama Papers. Voilà, c'est un autre agent, ancien agent de la CIA qui a dévoilé les pratiques qui sont complètement d'ailleurs proscrites par la CIA. De la NSA. NSA d'ailleurs, pardon. Et donc voilà, Snowden aujourd'hui est à l'abri en Russie. Et je pense que Julian Assange suivra son exemple. Parce qu'il s'était mis à l'abri à l'ambassade de Colombie, puisque c'était ça, non? L'ambassade de Colombie en Grande-Bretagne. Et c'est suite au changement de régime qui s'est retrouvé dans une prison anglaise et sous le risque d'extradition vers les États-Unis. Pourquoi aller plaider coupable pour ensuite se rendre aux États-Unis? Ça me semble très bizarre et surtout Wikileaks s'est réactivé depuis sa libération. Donc pour moi, il n'est pas prêt à réellement dealer. C'est une ruse. Et il a raison On va de espérer, en À tout cas. quoi vous dites? à dealer, pardon. Bah, c'est ce qui est Amenez-moi le appelé comme cochonnet. ça. Oui. Amenez-moi le cochonnet. 2 euros là, minimum. Voilà, Dealer, alors là, négocier, quelle négocier, horreur. négocier, Aïe, 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 négocier. aïe. Eh ben, Négocier et conclure un accord. Mhm. C'est un mot qui à la fois permet les deux. je Voilà. me demande si je vais vous renouveler mon autorisation d'être suppléante de mes émissions là, hein. Bah, Avec je vais Dealer. me demander si je vais la demander, cette autorisation. Et que je suis un peu père fouettard ce matin. Faites attention, ne prenez pas des risques avec vos menaces. Toute menace doit pouvoir être exécutée. C'est vrai. Et ça, j'avoue, je déteste les menaces. Je dis toujours, pas de menaces, des promesses. Un auditeur que nous connaissons bien, cher Nicolas, plus le pape François attaque la tradition, plus elle progresse. Vous voyez le succès du pèlerinage de la Pentecôte, j'ajouterais à Chartres. Et vous avez absolument raison, mon cher Denis. On pourrait interpréter la situation ainsi. Alors, à la formule latine, traditionis custodes, occidere vis sed semper, curere potes. Ce que je traduirais assez librement, les gardiens de la tradition, tu veux les tuer, mais tu peux toujours courir. Bien courtoisement, un auditeur pose la question au standard de Radio Courtoisie. Je tiens à souligner que Patrice est bien là. a fait son retour en gloire dès qu'il est arrivé à la technique. L'avocat Rainer Fulmich est-il toujours en prison? Je crois qu'il l'est, mais on va demander à notre chef complotiste. Notre Raphaël, directeur de publication. Sachant que c'est un titre honorifique, hein, complotiste. Est-ce qu'il est toujours en prison, Rainer Fulmich? Oui. Je Bah, crois qu'il est toujours en oui. prison, oui. Mais c'est prison Il et doit il y a, s'y il y a- il y a trouver bien. quelque chose. Bon. C'est que il avait là le 20 juin, il y a une audience qui a été interrompue. Je crois que c'est sa 17e audience, si je me trompe pas.
Rien que ça. C'est à vérifier. Honnêtement, je ne suis pas là forcément à jour sur cette affaire. C'est sur des mais je crois que broutilles c'est en ça. plus, hein. C'est pas du tout sur les sujets qu'il a dénoncés, hein. C'est sur Non. des conflits entre associés d'une entreprise, d'une société, Mm. c'est ça. Eh ben dis donc, si à chaque fois qu'il y avait des Ah, il y a de la conflits, place dans- dans les prisons en Allemagne. Ah, hein, il faut qu'est-ce que croire vous qu'il y a voulez plus de Oui, il y a place. plus de place. Oh, mais je pense qu'en France, on aurait trouvé une place aussi, hein, pour ce Ah genre oui de dissidents. Vous Ouais. inquiétez pas. Ouais. Les quartiers dits VIP, terme atroce, encore une fois, mais pour gens très importants, existent. Ils sont bien, bien remplis, mais il y a toujours de la place. Là, Dupond-Moretti ne badine pas avec la dissidence. Eh bien, vous pouvez rester avec nous, Raphaël, n'hésitez pas, puisque nous allons maintenant entrer dans cette seconde partie d'émission avec le grand angle, tout de suite. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir. Alors, je pense que nous avons en ligne, cette fois-ci, en Zoom en réalité, Pierre-Antoine Plaquevent, comme je vous l'avais dit, qui est l'invité principal de cette émission. Pierre-Antoine, déjà, est-ce que vous nous entendez ? Oui, je vous entends, vous m'entendez? Fort bien. Je ne vous vois Parfait. pas, je n'ai pas la chance Oui. de vous voir, mais au moins, je vous entends. Alors, Bon. si la visio prend de la bande passante, on vous demandera pas de l'allumer. paraître à l'écran. Je ne sais pas. Oui, parfait. Très bien. Oui, j'ai peur que ce soit un peu... Un peu trop de Que ma bande connexion soit passante pas très bonne. utilisée. Bon, bah écoutez, pour le moment, on vous entend bien, on croise les doigts, c'est parfait. Je croyais que c'était de la radio, je suis encore un homme de l'ancien temps. Donc... Alors, c'est de la radio. C'est de la radio, C'est de la mais radio et, maintenant, et il faut c'est s'adapter au fait que nous avons maintenant des caméras partout qui nous scrutent. Une intelligence artificielle. Vous n'avez pas dit un mot que tout de suite, tac, ça vient vous zoomer. Et alors, ça se voit le mercredi de la semaine suivante à partir de 18h30 Oui. jusqu'à 20h30, non, jusqu'à 20h, sur GPTV, c'est une rediffusion. Voilà, Géopolitique Profonde, YouTube, vous Voilà. pouvez voir nos têtes. Voilà. Parce que nous, on l'oublie parfois. Voir hein. gesticuler. On a gardé nos voir- mimiques de radio. Voir un chauve s'exciter avec un casque sur les oreilles. Ouais, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Voir que j'ai Le encore progrès. Voir que j'ai encore plus mauvais caractère en visu qu'à m'entendre, et de loin. Bon, bah très bien. Alors, Pierre-Antoine, donc je rappelle, géopolitologue, analyste, auteur, analyste politique. Vous tenez le blog Stratégica, et ce depuis 2019. C'est le meilleur moyen de pouvoir vous suivre en temps réel sur vos analyses de géopolitique. Vous avez écrit des ouvrages tels que Globalisme et Dépopulation, Soros et la société ouverte. Vous éditez évidemment aux éditions Stratégica. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, mon cher Pierre-Antoine. Et c'est pas la première fois qu'on va vous écouter sur Radio Courtoisie dans ce libre journal des géopolitiques profondes. J'avais énoncé au début de cette émission ce qui serait le titre, qui peut paraître un peu abscon, mais qui va s'éclairer bien évidemment dans les minutes qui vont suivre. Et ce titre, c'est Désoccidentalisation du monde, déwokisation de l'Occident. Tiens, autant désoccidentalisation du monde, c'est un de vos classiques et je suis globalement d'accord avec vous. Autant déwokisation de l'Occident, tiens, qu'est-ce que vous entendez par là ? On n'a pas l'impression que l'Occident se déwokise tant que cela. Mais peut-être sommes-nous frappés de persistance rétinienne, les choses évoluent-elles. Donc, Pierre-Antoine, déjà, sur les thématiques de géopolitique, et puis on reviendra peut-être concrètement sur les différents espaces où beaucoup de choses se jouent actuellement, que ce soit en Ukraine, que ce soit au Moyen-Orient et dans d'autres endroits éventuellement du monde. Pierre-Antoine. Oui, alors, en fait, ces thématiques, j'ai commencé à les traiter dans mon dernier livre qui s'appelle Société ouverte contre Eurasie, géopolitique du globalisme. Et en fait, dans ce livre, je montre que sur le temps long,
et plus précisément depuis on pourrait dire la longue guerre mondiale qui a commencé au début du XXe siècle, mais qui en fait est la suite des siècles précédents ou de la lutte entre les puissances thalassocratiques, d'abord britanniques puis américaines, et ses concurrents continentaux. Bien, si on regarde à l'échelle du XXe siècle, le libéralisme politique qui a sa base, son assise géopolitique, justement en Amérique, enfin d'abord en Grande-Bretagne puis en Amérique, avant chaque conflit mondial, a dû en quelque sorte se réarmer. Et se réarmer d'abord militairement et économiquement, mais surtout aussi idéologiquement. Oui. Et a dû procéder à des ajustages, même temporaires, pour contrer ce qu'on appellerait aujourd'hui des adversaires illibéraux, des adversaires non libéraux. Voilà. Et c'est ce qu'avait préconisé à la sortie de la Première Guerre mondiale le grand théoricien de la géopolitique anglo-saxonne, Alfred Mackinder, dans un livre qui s'appelait Les idéaux démocratiques et la réalité politique, enfin qui traitait des idéaux démocratiques et de la réalité politique. Selon lui, à l'époque où les Wilsoniens rédigeaient le traité de Versailles, il expliquait il fallait, on pouvait être autant cosmopolite que l'on voulait, il fallait prendre en compte les réalités géopolitiques dures, en quelque sorte, et sur le temps long. Et même un libéral, même un démocrate, devait prendre en compte le fait que, finalement, l'essence du politique, en quelque sorte, pour parler comme Carl Schmitt, c'est la distinction entre amis et ennemis, c'est le rapport de force. Et finalement, c'est ce qu'on a constaté. Enfin, les préconisations de Mackinder, en quelque sorte, ont été prises en compte avant la Seconde Guerre mondiale, face aux concurrents de l'époque, qui étaient non pas juste l'Allemagne nazie, mais la perspective d'une alliance entre les régimes illibéraux, nationaux-socialistes et socialistes. Donc il y avait ce moment un petit peu, on pourrait dire, là je parle vraiment de géopolitique pure, en dehors de toute considération idéologique. C'est presque de la physique politique. Ouais, on a la même chose aujourd'hui en quelque sorte. Et oui. Un petit peu le cauchemar stratégique des Anglo-Américains, c'est l'alliance sino-russe. On va dire sino-irano-russe. Voilà, donc c'est toutes les puissances qui tiennent le cœur de la masse continentale eurasiatique. Et la Corée du Nord. Ouais. Voilà, et la perspective d'une alliance durable, une coopération durable entre ces principaux pôles de puissance eurasiatique est quelque chose qui, enfin, toutes les intrigues, on pourrait dire géopolitiques, thalassocratiques depuis plusieurs siècles visent toujours à empêcher que se forme un continuum de puissance en Eurasie, qui rendrait périphériques les puissances anglo-américaines à l'échelle du monde, puisque ces gens-là, en tant que cosmopolites, pensent le monde à l'échelle globale. C'est peut-être souvent ce qui fait défaut peut-être aux souverainistes ou aux patriotes. C'est vraiment, il faut se mettre à leur échelle et penser le monde comme un système monde. Et c'est pour ça qu'il y a des guerres mondiales, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a des guerres mondiales, parce que ça, c'est finalement le corollaire de la volonté d'arriver à une forme d'ordre mondial, c'est la guerre mondiale, en quelque sorte, puisque on empêche, enfin, on freine comment dire, les échanges naturels entre les États, qui passent y compris par la guerre, et on veut accoucher d'une forme politique globale, et cela passe effectivement par des guerres mondiales. Oui, alors... Nous sommes actuellement dans une séquence de ça fait froid ce type-là. Ça fait froid dans le dos, ce que vous dites. En effet, ce parallèle que vous faites entre ce qu'il s'est passé sur un certain nombre d'alliances, mais d'ailleurs, c'était déjà plus ou moins le cas sur un certain nombre d'alliances continentales avec la Première Guerre mondiale. Mais la Seconde Guerre mondiale, voilà, et en Seconde Guerre mondiale, on est bien sur des alliances dites entre régimes autoritaires, illibéraux, appelez-les comme vous voulez, et
quand on voit ce qui se déroule aujourd'hui, et si on pense mondialement, ou de façon cosmopolite en effet, on se dit qu'on ne va pas y échapper cette fois-ci encore à la Ben, guerre. ce qui freine cette guerre, on en avait discuté ensemble, je C'est la crois, guerre dans la précédente nucléaire, c'est le émission, nucléaire, oui. c'est le nucléaire. Et donc, c'est l'idée que finalement, le frein à la boucherie généralisée, là, ce n'est plus l'État, finalement, le catéchone n'est plus juste l'État ou le politique, c'est l'arme nucléaire elle-même. Mais ça. finalement, c'est l'État lui-même, en fait, parce que les États qui survivent depuis la guerre froide, ce sont les États nucléaires. C'était la doctrine française de l'arme nucléaire, c'est l'idée de sanctuariser Le son territoire. territoire voilà, par l'arme atomique. Et effectivement, c'est ce qui se passe. En fait, paradoxalement, l'arme atomique est l'arme de la paix, en tout cas jusqu'à une Jusqu'à certaine, présent. jusqu'à une certaine limite. Oui, oui. Mais justement, c'est comme cette guerre est rendue directe, est rendue impossible par la perspective de la destruction mutuelle par l'arme nucléaire, par l'emploi de l'arme nucléaire, eh bien, la violence se répercute, on pourrait dire, à des échelons inférieurs, et notamment sur les sociétés elles-mêmes. Et c'est pour ça que sont déployés tous les moyens de guerre qu'on pourrait appeler de guerre hors limite, comme l'appellent les stratèges chinois, ou de guerre invisible. Et là, par exemple, ça peut être toutes sortes de déstabilisations, ça peut être, y compris les armes d'immigration massive, les armes de transformation des sociétés. Si vous voulez rendre un système cosmopolite, eh bien, si vous pouvez pas le faire en changeant, pour dire son écorce, vous allez en changer la substance. Oui. Et vous allez en changer, une fois que vous avez rendu un peuple cosmopolite, eh bien, vous avez déjà fait presque tout le travail, en quelque sorte, quand vous avez hybridé la population. Mais alors, néanmoins, vous avez peut-être hybridé la population, mais si demain il faut que cette population, eh bien, elle serve un peu de chair à canon, et si on se projette sur une éventuelle troisième guerre mondiale, maîtrisée au moins sur le plan du nucléaire, il faut réarmer moralement, psychologiquement, cet Occident, pas seulement avachi, mais taraudé par le wokisme, taraudé par les idéologies LGBT. Oui. Et donc, vous voyez des évolutions actuellement sémantiques dans le discours, jusqu'à Rome d'ailleurs, mais vous allez Oui, nous expliquer tout vous ça. parliez. Oui, exactement. C'est ça, qui tendrait à démontrer que, et un peu comme Staline, lorsqu'il a fallu mobiliser la Russie, il s'est souvenu, lui le communiste, lui le révolutionnaire, Athée. du patriotisme, de l'importance de la famille, de la patrie et de l'orthodoxie. Comme le disait mon maître Yvan Blot, on ne fait pas la guerre pour liberté, égalité, fraternité, on fait la guerre pour sa famille, on fait la guerre pour son pays, on fait la guerre pour son Dieu. C'est à peu près les trois seules raisons qui peuvent nous amener à faire la guerre. Je vous écoute sur ce point. Déwokisation de l'Occident. Exactement. Dans le cas de Staline, en plus, c'est un ancien séminariste, donc il avait les canaux Oui. pour réactiver l'orthodoxie. Mais dans le cas du pape François, eh bien, oui, d'un côté, par exemple, il va combattre, on pourrait dire, les foyers de tradition catholique réelle, en quelque sorte. Mais d'un autre côté, là, il a fait plusieurs sorties successives en lançant des pics au lobby LGBT interne à l'Église Ah oui. catholique, en fait. Lobby LGBT qui est très, très puissant et avec des séminaires entiers qui sont infiltrés par ces gens-là, notamment à Rome. Donc, et il ne fait pas ça pour rien. C'est-à-dire, il l'a fait une fois, on pourrait dire que ça pourrait être un glissement, mais ces gens-là ne font jamais de glissement rhétorique au hasard, hein, tout est pensé. Et quand il le reproduit plusieurs fois, c'est un signal envoyé. De même, les discours parce qu'au bout d'un moment, le différentiel est trop gros. Le pape François, qui est un adepte du en même temps, on pourrait dire peut-être comme tous les hommes politiques, hein, mais ne peut pas d'un côté aller voir, par exemple, les jeunes orthodoxes à Saint-Pétersbourg et leur dire n'oubliez pas, vous êtes les héritiers de la Sainte Russie. D'un autre côté, continuer à promouvoir un catholicisme complètement évanescent en Europe.
Et donc, ça va être du en même temps. Et c'est un petit peu ça, si vous voulez, je parlais de Mackinder. Mackinder, à l'époque, faisait partie d'un courant en Angleterre, donc avant et après la Première Guerre mondiale, pardon, qui s'appelait les libéraux impérialistes. Alors, au moins, le terme était clair. C'est-à-dire, et eux, ils disaient, l'impérialisme est une chose nécessaire pour le libéralisme. Et donc, d'un côté, vous avez les libéraux idéalistes, on pourrait dire, ou cosmopolites purs, qui n'osent pas, avouer en quelque sorte qu'ils ont besoin de faire de la géopolitique et finalement n'osent pas admettre le rapport de force avec leurs ennemis, avec leurs adversaires. Et puis d'un autre côté, vous avez les libéraux plus réalistes, comme était Mackinder. Et en quelque sorte, on dirait que le pape François, par exemple, c'est un bon exemple, passerait un petit peu d'un pôle à un autre. C'est-à-dire maintenant, il va devenir plus réaliste. Et en fait, il faut comprendre une chose. C'est-à-dire, bon, là, nous sommes dans la période électorale Oui. accélérée, mais en fait, qu'est-ce que c'est que la France à l'échelle géopolitique, à l'échelle du système monde? Eh bien, c'est un sous-système de ce que les gens extérieurs à l'Occident, comme les Russes ou les Chinois, appellent l'Occident politique ou l'Occident collectif. L'Occident politique, l'Occident collectif, qu'est-ce que c'est? C'est cet ensemble finalement de puissances géopolitiques qui sont en fait très strictement hiérarchisées. Je veux dire, il a fallu plusieurs guerres mondiales, en fait, il a fallu deux siècles à minima pour imposer la mainmise des Anglo-Américains sur l'ensemble de l'Occident. Oui. D'abord, les guerres napoléoniennes, où l'enjeu était pour la France d'essayer de faire une Europe française, ce qui a été finalement empêché. Oui. Puis, un siècle plus tard, l'Allemagne était le concurrent stratégique de la Grande-Bretagne, puis de son extension américaine. Eh bien, aujourd'hui, on pourrait dire le front recule et c'est la Russie et la Chine. Durant la guerre froide, vous aviez eu l'habile tentative, enfin plus que tentative, hein, ça avait été réussi, d'endiguement de la Russie en s'appuyant sur la concurrence qu'il y avait entre le communisme chinois, maoïste, et justement le communisme stalinien, enfin post-stalinien soviétique. Et le stratège, l'ingénieur de cette stratégie, c'était avec Kissinger. Nixon, Kissinger. Voilà. Kissinger lui-même est maintenant enfin dans les années précédant sa mort, était sur une ligne où il proposait d'inverser cette stratégie, de dire maintenant nous devons nous appuyer, faire de la Russie un allié face, en tout cas un allié momentané, même face à la Chine. En fait, toute l'idée étant toujours la même de séparer ces puissances eurasiatiques. Et là-dessus, il rejoignait Steve Bannon, le conseiller de Donald Trump, et Kissinger a rencontré à plusieurs reprises Bannon, par exemple. Alors qu'on pourrait se dire Kissinger, et Bannon pourraient être antagonistes, mais en fait non. Sur ce point-là, ils sont d'accord. Ce qui montre que en quelque sorte, les permanences géopolitiques transcendent les divisions idéologiques. Et ça me ramène donc à votre question, pourquoi déwokisation? Parce que je pense que le système occidental, en quelque sorte, va devoir, en tout cas, déwokiser certains secteurs pour pouvoir se confronter aux puissances illibérales. Il va falloir se reviriliser, on va dire. Reviriliser certains secteurs. Mais en fait, c'est déjà en cours. Parce que si on prend l'Occident comme un tout, bien la limite de ce bloc occidental qui se confronte avec l'Eurasie, c'est par exemple l'Ukraine. Bien, en Ukraine, ça fait des décennies qu'un néofascisme, néonazisme est alimenté par l'Occident. On a vu la même chose durant les guerres de Yougoslavie. Tous les services occidentaux et même allemands, genre l'Allemagne, c'est le territoire de l'auto-lésionisme, l'auto-culpabilisation ad aeternam. Eh bien, les services même allemands alimentaient le nationalisme qui fonctionnait encore sur un logiciel pro-nazi avec 50 ans de retard en ex-Yougoslavie du côté croate. Oui, bien sûr, les ex-Oustachis, bien sûr. Voilà, et donc c'est de l'importance aussi là, des représentations en politique, c'est-à-dire que bien une puissance, quand vous êtes, ça fait penser un petit peu à la triangulation politique qui se met en place en France aussi, c'est quand vous êtes finalement quand vous vous situez à l'extrême centre,
et que vous vous situez en quelque sorte au-delà des tendances idéologiques, eh bien vous avez plus de facilité à manipuler les minorités motivées idéologiquement. C'est pour ça qu'il faut toujours, quand on est engagé politiquement, avoir une distance critique, même par rapport à sa propre idéologie ou à ses propres convictions, de manière à ne pas se faire manipuler par un tiers intéressé. Lara, Oui, moi je voulais juste rappeler que par exemple l'opération spéciale initialement donc provoquée par Poutine, elle avait pour but, c'est celle qui est devenue d'ailleurs la guerre depuis, mais au départ il était même interdit en Russie de l'appeler la guerre. C'était une opération spéciale pour dénazifier, Dénazifier. désoviétiser et démilitariser l'Ukraine. Donc en fait c'est le fameux voilà, ce facteur pour défaire quelque chose a déjà provoqué d'abord une opération spéciale et puis la guerre en Europe. Et effectivement, chacun ses méthodes et sa façon de défaire en fait les régimes qui nous ont conduits jusqu'à maintenant. Oui, mais justement, vous avez une espèce de moi, ce que j'appelle un fascisme dirigé, c'est-à-dire un fascisme qui est autorisé, mais s'il est dirigé vers l'adversaire des libéraux et des globalistes. Et là, ils vont justement déwokiser un secteur. Donc, ils ont besoin à ce moment-là des nationalistes ukrainiens. C'est ce que Soros avait dit ouvertement. On sait que l'antisémitisme est structurel en Ukraine. Mais peu importe en quelque sorte, parce que là ce qui nous intéresse, c'est qu'ils s'attaquent à la Russie. C'est pas pour rien que des gens comme BHL peuvent en France, ils vont brandir le martinet de l'antisémitisme à tout va, mais ils pourront aller saluer des antisémites en Ukraine, voilà, ou même dans le monde islamique, si ça sert à ce moment-là l'intérêt stratégique globaliste. Et donc, c'est en ça que je parle de déwokisation. Mais justement, quand on commence à ouvrir cette boîte de Pandore, ensuite, cela va s'étendre. C'est-à-dire que là, cette déwokisation, en quelque sorte, il va falloir l'étendre ensuite à des secteurs politiques, y compris en Occident même. Parce que, en fait, pour affronter, si vous voulez, quel est le but des mondialistes? Ils tiennent l'Occident. Ils ont transformé et ils continuent de transformer de l'intérieur les populations occidentales et on pourrait dire le logiciel, l'ADN même politique, idéologique des populations occidentales. C'est une forme de, on pourrait dire, paraphrasant Staline, une forme de, non pas mondialisme dans un seul pays, mais mondialisme dans une partie du monde en quelque sorte. Leur but, c'est d'étendre ce mondialisme à partir de la plateforme occidentale. Mais là, ils butent sur quelque chose, c'est les puissances eurasiatiques qui, elles, sont en quelque sorte restées à un stade précédent. Le stade où l'État et le politique est encore au centre des décisions et pas juste les multinationales. Et où, en fait, chez nous, en Occident, l'État est devenu, est une courroie de transmission de décisions prises ailleurs, dans des cénacles type Bilderberg et autres, dont la réunion se tenait fin mai, par exemple, dans toute une série de cénacles qui ne sont pas forcément des sortes de loges satanistes et autres. Non, ce sont des cénacles fermés où se prennent les vraies décisions qui ensuite vont être appliquées. Et la dernière courroie de transmission, c'est finalement ce qui nous est montré de voir, c'est le politique. Enfin, pour moi, c'est plus du politique, mais je veux dire, c'est la politique en quelque sorte. Et dans les systèmes, on pourrait dire que j'appellerais eurasiatiques, s'il y a finalement un Occident politique, il y a une Eurasie politique. Mais dans ces systèmes-là, il y a évidemment comment dire, un mystère de l'État. Les choses ne se font pas tout en public, mais c'est toujours l'État et le politique qui, en dernière instance, tranche et a le monopole de la décision. Voilà. Et qui peut décider, vous parliez de l'opération militaire spéciale, comme disait Carl Schmitt, est souverain celui qui décide du moment d'exception. C'est Poutine et l'État russe qui impose le moment d'exception à son pays et même au monde entier. Donc là, le pays est en quelque sorte souverain, même s'il a... Oui, vas-y. Et qu'est-ce qui impose le moment d'exception dans les systèmes justement globalistes, mondialistes, oligarchiques et cosmopolites?
Mais en fait, on pourrait dire que dans ces systèmes-là, le moment d'exception est en quelque sorte perpétuel parce qu'ils livrent une guerre à leur propre population. Donc, en fait, il y a une forme de gouvernance. Euh, Lucien Cerise parlait de gouverner par le chaos, mais en fait, oui, c'est une gouvernance par le choc en permanent, en fait, et par comment Par la dire, peur. les chocs, par la peur et par les chocs qui se succèdent. C'est-à-dire, à chaque fois, il faut une nouvelle peur, un état d'exception nouveau, c'est-à-dire que ça soit, on est passé, si vous voulez, de l'état d'urgence, et c'est l'état d'urgence permanent, en fait. On est passé de l'état d'urgence Ouais. pour le terrorisme à l'état d'urgence sanitaire. Mais Vigipirate, vous savez, n'a jamais, depuis qu'il a été Jamais. installé, n'a jamais été Non. arrêté, abrogé. Voilà. Mais c'est logique parce que comme le libéralisme politique, et là je parle bien du libéralisme politique, pas forcément économique, dissout en fait toutes les corps intermédiaires de la société finalement et impose un fonctionnement qui est complètement inorganique. À la fin, pour diriger ces groupes de population qui ne sont plus des peuples, hein, qui sont en fait Les masses. ils sont des masses, et même plus des masses, parce qu'en fait, les masses, il y a encore un aspect physique qu'on peut orienter, ce sont des multitudes. Voilà. Ce sont des multitudes qui finalement sont comme. C'est Karl Popper qui utilisait ouvertement le terme, mais en parlant des habitants des sociétés fermées, comme il disait, c'est un troupeau. Un troupeau humain. Je ne vais pas faire d'anglicisme, mais il emploie le terme human cattle, troupeau humain, clairement. Il dit, mais là, il parlait des sociétés fermées. Eh bien, les Hein. sociétés ouvertes, ça, on est un troupeau pour eux. Et en fait, un troupeau duquel il s'agit de baisser la natalité quand c'est nécessaire, nous mobiliser quand c'est nécessaire, de changer nos habitudes de vie, nos comportements. Voilà. Le problème, c'est que, en fait, comment dire, tant qu'on participe un peu, tant qu'il y a une redistribution économique à minima, bien ça va. Finalement, les gens ont l'impression de faire leur vie, et puis La ils nourriture s'intéressent du pas. troupeau, quoi. Voilà, tant que ça ne manque pas, ça va. Mais quand ça commence à manquer, ou quand on commence à voir qu'en fait, on veut vraiment nous mettre dans des conditions de vie qui ne sont plus, ce n'est plus de l'élevage à l'air libre, mais c'est de l'élevage en batterie. Et là, on commence à se soulever. Et en fait, les mondialistes mènent une guerre sur deux fronts. Une guerre intérieure face à leur propre population, et une guerre qui devient toujours plus. C'est une guerre politique qui prend, comment dire, qui se durcit à mesure que les secteurs de population qui comprennent le projet mondialiste et le projet de leurs élites, eh bien, se révoltent. Et finalement, là, vous avez une séquence qui se déploie depuis on pourrait dire, le refus le non à la Constitution européenne en 2005, et jusqu'au vote Rassemblement national, en passant par les manifs pour tous, en passant par les gilets jaunes. Tout ça, ce sont des secteurs de population qui, grandissant, qui s'accumulent et qui commencent à faire une masse critique. C'est ce que dit très bien Guy Louis. Il dit, finalement, peu importe l'alternative politique qui est en face de l'extrême centre, ce qui compte, c'est que la population qui ne profite plus de ce système-là devient de plus en plus grande. Et en fait, finalement, la base que tiennent les globalistes se réduit toujours plus. Parce que finalement, maintenant, c'est plus une lutte des classes entre pauvres et riches, c'est vraiment une lutte des classes entre toute la population et ultra riches. Il n'y a que les ultra riches qui profitent réellement des restes de globalisation. Et donc, et ce qui est intéressant, c'est que dans les discours même de guerre de Poutine, eh bien, ces notions-là reviennent souvent. Les notions de ce qu'ils appellent aussi en Russie le milliard doré, c'est-à-dire le milliard d'individus profiteraient de ce nouvel ordre mondial. Et quand on va plus loin, des gens comme Lavrov disent même, et ça, bon, j'ai fait tout un livre sur ce thème-là, certains disent même le milliard doré, ça serait en fait, le but, c'est d'arriver à 1 milliard même de population humaine. Bon, ça serait pas équitable, mais avec des robots. Il veut bien garder avec des robots, c'est ça. Bon, voilà, les immigrés seront remplacés par les robots, c'est ça la suite. Oui, s'ils deviennent beaucoup trop, comment dire, s'ils ne sont pas suffisamment dociles, sinon, voilà, c'est le milliard doré qui a besoin d'1 milliard pour le servir, mais pas plus. Voilà. Tout le reste, c'est du...
C'est entre Bon, autres. bah, c'était- c'est oui, perspective renversante. C'est pour ça qu'on aime vous avoir sur Radio Courtoisie dans ce livre journal de géopolitique profonde. C'est pour ça que vous êtes un contributeur aussi du magazine de géopolitique profonde, exactement. dont D'ailleurs, je notre ami renvoie Raphaël sur Beslu le est le directeur de publication. Excusez-moi, vous vouliez ajouter. Non, je disais, dans la dernière revue, justement, j'ai fait tout un dossier sur les fondamentaux géopolitiques mondialistes en partant de Mackinder, en fait, Mm. à nos jours. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on invite nos auditeurs à s'abonner à la revue Géopolitique Profonde. Ils retrouveront toujours le lien sous nos émissions de samedi. Alors, Raphaël, je vous entends écouter sagement Oui. les débats et les énoncés de notre ami Pierre-Antoine Plaquevent. Est-ce que vous auriez éventuellement une question ou une observation à faire? Alors déjà, je trouve évidemment cet exposé très intéressant. Comme il a été dit, les abonnés à la revue peuvent avoir accès à un article complet de Pierre-Antoine Plaquevent, donc sur cet aspect géopolitique et surtout la géopolitique de Mackinder. Mais sur la notion de wokisme, alors c'est là où je me pose un peu plus de questions sur l'avenir, la déwokisation de l'Occident. J'ai plutôt l'impression que même si on observe une sorte de transformation de certaines idéologies à cause des conditions socio-économiques, qui par exemple se matérialisent en Europe actuellement, et dans l'Union européenne, avec la fameuse montée des extrêmes, de l'extrême droite, certaines volontés nationalistes, on ne va pas forcément dire souverainistes. Moi, j'ai l'impression quand même d'observer, avec ce qu'on appelle quand même la guerre de quatrième génération, il y a eu une transformation profonde de la population et des nouvelles générations. Et moi, je m'inquiète de ce virus woke. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement pour moi une technologie ou une technique de contrôle de population qui est mise en place, c'est qu'on assiste même à une modification profonde des nouvelles générations. C'est-à-dire, lorsqu'on parle du wokisme, on va avoir tout un mouvement profondément LGBT. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, l'armée américaine a de gros problèmes de recrutement pour avoir justement de nouveaux soldats, c'est-à-dire à la fois à cause des problèmes évidemment d'obésité et de santé, mais aussi des problèmes avec le LGBTisme et le wokisme de manière générale. Et moi, j'ai juste peur, enfin je me pose plutôt la question de quelle est l'autonomie de ce virus qui a été lâché en Occident. Jusqu'à quand ce cancer peut se développer? Est-ce que on peut vraiment mettre un arrêt à ça quand on voit ce phénomène global d'idiocratie, des problèmes endocrinologiques de plus en plus profonds pour les nouvelles populations? Je me demande s'il n'y a pas un phénomène comme un cancer en fait qui s'étend et qui serait difficile à arrêter, en tout cas pour l'Occident. Je me pose en tout cas cette question. Peut-être que Pierre-Antoine a un commentaire par rapport à ça. C'est un sujet très intéressant, Raphaël, et Pierre-Antoine va pouvoir répondre. Mais ce virus, moi, ça me fait penser au troisième secret de Fatima. Et au communisme. Le communisme. Il avait dit, si la Russie ne se convertit pas au cœur immaculé de la Vierge, eh bien, justement, nous verrons le mal qui dans une des origines est le communisme, viendra se répandre au travers le monde. Et c'est exactement ce que nous observons. C'est une façon de le voir aussi. Mais le communisme soviétique a duré 70 ans, donc c'est pas très rassurant. Pierre-Antoine. Oui, mais le communisme, enfin, c'est sous le communisme que, comment dire, qu'il y a eu ce qu'on appelle en Russie les néo-martyrs, et en fait une quantité de martyrs chrétiens orthodoxes inouïe. Et en fait, c'est une terre qui est maintenant trempée du sang des martyrs. Donc c'est en ça que c'est une terre sacrée réellement pour la chrétienté en fait. Bon là, si on a une perspective plus théopolitique, on va dire, je pense que, enfin, si on voit quel était le projet au départ de la chrétienté, c'était une romanité, enfin c'était que toute la romanité soit chrétienne. Bien sûr. La romanité s'est scindée en deux, entre le monde catholique et le monde orthodoxe. Donc, enfin, et si vous voulez, ce mondialisme qui a pris la forme du communisme à un moment donné, maintenant il est en Occident. Oui. Voilà, clairement. Et en fait, ce qui s'est passé en quelque sorte, c'est que la guerre, le fascisme à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, en attaquant la Russie, en quelque sorte, a poussé la Russie à se renationaliser, comme vous disiez, a poussé. En fait, les portes qu'a ouvert Staline, après, ne sont plus complètement refermées, même s'ils ont essayé. Et en quelque sorte, ça a russifié, si je veux dire, même le communisme de l'époque. Et c'est pour ça qu'après, les mondialistes ont continué d'attaquer durant la guerre froide aussi le bloc communiste, parce que finalement, c'était plus un bloc mondialiste, c'était un bloc, c'est ce que Soros lui parlait de la... Ça, on l'a pas vu tout du, de suite.
Et voilà, exactement, mais c'est logique parce que c'était. Et puis à l'époque, l'Occident était, après-guerre, l'Occident était quelque chose de plus agréable à vivre. Et justement, qui avait été aussi en partie, en quelque sorte, débarrassé de certains miasmes idéologiques. Et en contrepoint de l'Union soviétique, devait faire, laisser une certaine liberté pour dire nous sommes le camp de la liberté. Bien, il y a effectivement plus de liberté. Maintenant, ce n'est plus le cas. Voilà. Et en fait. Alors sinon, Donc, comment en fait, répondre à oui, alors, l'objection sur le de virus, Raphaël sur le virus et comment Bien, justement, le rendre inoffensif, si on veut reviriliser tout ça? je pense qu'effectivement, donc ce communisme qui passe d'un bout à l'autre du monde selon les possibilités, bien, c'est la tête qu'il faut viser. Le problème, ça va être ça. Pour les populations, c'est effectivement, ce sont les élites. Les élites sont en quelque sorte hors d'atteinte, mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir dans cette instrumentalisation du nationalisme en Occident, si les nationalismes eux-mêmes, les nationalistes eux-mêmes étaient intelligents et avaient presque une vision, je dirais presque marxiste en termes de lutte des classes avec le pouvoir, mais ils pourraient instrumentaliser cela. C'est-à-dire, ils pourraient instrumentaliser les zones de respiration qu'on va leur laisser. Voilà. Donc il va falloir être habile, il ne va pas falloir se laisser prendre dans les pièges. Mais je ne sais pas si c'est possible, parce que comme effectivement parlait Raphaël, les jeunes générations fonctionnent, n'ont pas de formation politique. Et on pourrait dire que beaucoup de jeunes identitaires sont en quelque sorte aussi woke à leur manière, parce que leur identitarisme est quelque chose de postmoderne, d'artificiel, n'a pas de racines. C'est quelque chose qui est en réaction au reste. Mais on peut passer d'une chose à l'autre. Et on le voit souvent chez les jeunes individus. Bon, dans la jeunesse, c'est normal aussi de changer, mais on voit des changements très abrupts de gens qui vont passer d'une idéologie à une autre, parce que ce sont des idéologies commerciales, en quelque sorte. Ce ne sont pas des idéologies profondes. Mais pour les gens qui sont enracinés dans quelque chose de plus profond, il y a des marges de manœuvre. Je pense par exemple à ce qu'on voit en Italie. On peut voir le mélonisme soit juste comme un aggiornamento, une forme de néoconservatisme pro-occidental, mais au sein même de ce qui est fait, il y a des possibilités de transformer, on va dire, le sous-système italien, par exemple, ou de préserver certaines choses qui peuvent être préservées. Mais on pourrait avoir la même chose en France, on pourrait avoir la même chose, mais tout dépend là, on va dire, est-ce qu'il y a des élites politiques prêtes à faire ce travail? Est-ce que vous avez un travail de terrain qui a été fait? Est-ce que vous avez des gens, ou est-ce que tout le monde va être inféodé à la ligne, si vous voulez, des élites de ces partis, qui, elle, va être occidentaliste ou atlantiste. Voilà. Mais des marges de manœuvre vont exister. Et en fait, le politique, c'est toujours ça. C'est toujours je sais comme ce que fait, si vous regardez par exemple ce que fait Orban. Voilà, il a compris que son pays est un petit pays, mais qui peut être une sorte de pivot. Donc, il va essayer de se mettre au centre de toutes les perspectives. C'est ça. Et toutes les puissances moyennes, ou même comment dire, même les puissances plus importantes, hein, même l'Inde, même l'Arabie Saoudite et d'autres, essayent de se mettre comme puissance pivot entre cet affrontement géant entre États-Unis déclinants et Chine ascendante. Voilà. Eh bien, nous devrions tous faire pareil, y compris, je veux dire, chaque parti, chaque groupe devrait fonctionner ainsi, se mettre au centre des perspectives et jouer les rapports de force. C'est ce que les Indiens appellent maintenant le multi-alignement. D'ailleurs, en fait, on choisit comment dire, l'intérêt, et c'est ça en fait finalement on pourrait dire la souveraineté, hein, c'est le choisir le meilleur intérêt pour son pays. Selon les domaines, donc on peut s'aligner différemment selon les domaines et selon voilà, et on peut avoir intérêts. voilà, et puis on a faut pas oublier en politique, voilà, il y a ce qu'on dit et puis ce qu'on fait. Après, Pierre-Antoine, il y a en fait, je suis ni pessimiste ni optimiste. Moi, je regarde les choses en termes de rapport de force et de ce qui peut être fait. Voilà. Pierre-Antoine, il faut répondre aux questions des auditeurs maintenant. Pourquoi? Alors, une question très judicieuse. Pourquoi, en ce cas, les globalistes n'ont-ils pas tout fait pour faire entrer... C'est un auditeur qui suit votre raisonnement. Donc, il pose la question. Oui. Pourquoi, en ce cas, les globalistes n'ont-ils pas tout fait pour faire entrer la Russie dans l'Europe et l'OTAN, ainsi que le réclamait Poutine? Parce que en fait, il y a différents clans en quelque sorte chez les globalistes. Vous avez par exemple quelqu'un comme Klaus Schwab
est ouvertement pro-chinois, a même été décoré par le Parti communiste chinois. Quelqu'un comme Soros, qui est la branche plus, et là c'est justement Klaus Schwab, son forum de Davos se déroule en Suisse, il est lui-même allemand. Je veux dire, ce n'est pas un Soros, lui, c'est les intérêts directs de la City et du monde anglo-américain. Et donc ces gens-là vont toujours être méfiants à laisser rentrer les puissances eurasiatiques dans leur système. Sachant aussi que dans le cas de Soros, en fait, une partie des globalistes, il y a aussi une guerre ethnique sous-jacente. C'est-à-dire, ils savent très bien, c'est les globalistes comme Soros, que les Han, ou même les Russes, resteront des Russes et des Han. Et donc, ils ne pourront pas être transformés. Ils ne pourront pas, par exemple en Chine, se faire passer pour des Chinois, comme en France, ils arrivent à se faire passer pour des Français, par exemple. Tout à fait. Vous avez des questions des auditeurs, on ne pourra pas toutes les poser, mais... Oui, il y a certains d'ailleurs auditeurs, c'est des questions plus sur la vie de la radio, auxquelles on répondra si on peut, et sinon on transmettra à qui de droit. Voilà. Grand merci aux uns et aux autres pour cette intervention. C'est toujours trop court, Pierre-Antoine, et il faudrait que vous veniez plus souvent. Oui. J'espère que vous viendrez bientôt à Paris parce que je ferai un certain nombre d'enregistrements cet été, surtout pendant cette période glorieuse des JO, qui va être une période extraordinaire où on essaiera d'enregistrer peut-être quelques émissions durant l'été de géopolitique profonde. Et on aura peut-être la chance de vous avoir, tout comme Raphaël s'il revient à Paris, ce qui n'est pas sûr avant un certain temps. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir bien voulu participer à cette émission. Merci à vous. On a du mal à être à la fois dans la France périphérique et puis être souvent à Paris, donc c'est pour ça qu'il faut choisir son camp. On reviendra pour libérer. Absolument, vous reviendrez pour nous libérer. Venez vite. Merci à vous. Un auditeur, non, une auditrice. Nicolas, je vous en supplie, ne répudiez pas Lara pour son petit dérapage linguistique. Respectez le deal des Yel qui vous relie tous deux, le contrat. Oui. Merci beaucoup, chers auditeurs. Merci pour votre soutien et votre sympathie. Un président foldingue appuyant sur le bouton nucléaire, on n'est quand même pas dans le docteur Folamour, pas de panique. En amont, il y a tout de même des militaires pour ne pas permettre au bouton d'être actif. Espérons en effet. Merci à tous, chers auditeurs, de cette écoute. Grand merci, je le rappelle aussi, à Patrice, à Virginie. Et vous allez maintenant avoir le droit, il est arrivé avec ses invités, à Mike Borowski dans son libre journal des controverses. Nous nous retrouvons pour notre part mercredi prochain dans un libre journal de la résistance française à partir de 18h pour faire un bilan du premier tour de ces élections présidentielles à ne pas manquer. À très vite, chers auditeurs sur Radio Courtoisie. Envie de lire un magazine rentable ? C'est-à-dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime, mais aussi protéger ses finances et sa vie privée. Comment ? En appliquant nos stratégies financières. L'objectif ? Surperformer face à l'inflation. La lettre confidentielle ? La seule lecture rentable.